Donc on va écouter maintenant la communication de Monica Brinzey, qui a un titre Photo de groupe, Paris 1369. Monica est chercheure et au CNRS aussi, et à l'IRHT, donc, et elle a un deuxième maintenant projet ERC, donc sur les commentaires, les prologues des commentaires des sentences, et qui éclaire beaucoup la fin du Moyen-Âge, si on peut dire. Et elle a collaboré avec Olga Weyer, ça c'est cet instrument de travail formidable qui est le répertoire des maîtres que tout le monde utilise. Et elle a révolutionné l'histoire de la photographie. Vous allez voir. Pourquoi ? Ah d'accord, avec la... Excuse-moi, je n'avais pas saisi. Donc merci Monica. Merci moi aussi. Dans un compte rendu publié en 1960 dans la revue de Sciences, Philosophie et Théologie, Père Bataillon ne fait pas mystère d'une certaine perplexité à l'égard du projet d'André Combe d'éditer les écrits du franciscain Jean de Ripa. Le projet ambitieux de l'édition de Critique des sentences de Jean de Ripa semble avoir été entreprise, selon le témoignage de Bataillon, à travers les reproches sévères d'Étienne Gilson, le maître d'André Combe. Pour Bataillon, il est difficile de comprendre comment un érudit de l'envergure de Combe a pu perdre son temps à éditer un auteur obscur et inconnu du XIVe siècle, un auteur dont Vigneault se donne la peine d'interpréter la théorie abstraite et fantaisiste des degrés d'infini. Voici le passage qui a provoqué une certaine polémique entre Bataillon et Combe. Il reste à se demander quelle est la valeur intrinsèque de cette doctrine. Sur ce point, je ne saurais partager la sympathie quelque peu admirative de Combe et de Vignon. Toute cette dialectique, en dépit ou plutôt à cause même de son excès de virtuosité, me semble évacuer toute réelle profondeur métaphysique et surtout un vrai respect du mystère divin en théologie. Finalement, on déconseille aux étudiants de se laisser séduire par ces subtilités qui risquaient de les égarer à l'instar de Louis de Padoue. Gerson se montrait non seulement un pédagogue avisé, mais surtout un vrai théologien. Combe ne tardera pas à répondre à Bataillon dans l'introduction même du volume suivant de l'édition du prologue des sentences de Ripa, publié en 1961, affirmant avec force que c'est par la confrontation avec des textes nouveaux que l'on ouvre de nouveaux horizons à la science. C'est une vérité, mais il faut ajouter que la découverte des terres noves garde toujours des surprises. Être pionnière dans un domaine comporte toujours un part de risque. Combe s'est laissé prendre au piège des écrits de Jean de Ripa. C'est ce que l'on comprend lorsqu'on lit l'article de Zénon Calusa qui fut publié en 1987 dans la revue Traditio, après avoir été refusé par les archives de Paris, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné son contenu. Comme Bataillon, Calusa manifeste son irritation à l'égard de Combe, non parce que celui-ci perd son temps à éditer les textes de Ripa, mais parce qu'en éditant Ripa, Combe a joué la seule carte du philosophe, ignorant que pour comprendre les textes du XIVe siècle, il faut être borderline et donc un peu historien. Selon Calusa, et je cite, « la méconnaissance de l'institution qu'avait été l'université médiévale se reflète avec une clarté surprenante dans ses travaux sur Ripa. De plus, comme Bataillon, Calusa se montre tranchante car, et je cite, « le problème de la chronologie des écrits des gens de Ripa, des écrits, celui des rapports entre eux et enfin ceux de ceux qui adversaires, traîner d'une introduction à l'autre, reste toujours confondu dans une matière informe et contradictoire, d'où il est fort malaisé de s'étirer à cause de nombreux impressionnants hypothèses, de remarques et des précautions qui les entourent. » Et je finis la citation. Ce qui scandalise à plus d'un titre Calusa, c'est notamment l'incapacité de Combe à comprendre que la question des grado n'est pas simplement une dispute quelconque de Jean de Ripa, mais ses 4 Principia. Et oui, Combe a publié les Principia du franciscain Jean de Ripa en ignorant complètement la nature et les genres littéraires auxquels appartient ce texte.
Dans une très ample introduction de 131 pages, le lecteur découvre à corps ouvert la frustration de l'éditeur, ses souffrances, son difficile travail et finalement l'échec de comprendre et d'expliquer la nature, le contenu et les enjeux philosophiques et historiques du texte qu'il édite. En 2010, lorsque j'ai commencé à transcrire les Principia de Pierre Dailly, j'ai ressenti la même frustration que Combes. J'ai notamment souffert de l'absence d'une littérature secondaire apte à me permettre à comprendre la nature du texte que j'éditais. Mais le défi accroît la motivation et afin de produire une bibliographie dont j'avais manqué, j'ai monté mon deuxième projet ERC Debate. Avant de vous dévoiler mes retrouvailles, je présenterai un état de lieu de la littérature disponible lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux Principia. En 1925, dans une étude novatrice sur Pierre de Candia, le cardinal Herler met en avant, probablement pour la toute première fois, certaines caractéristiques des Principia, conçues comme un genre particulier du débat. Une trentaine d'années plus tard, en 1956, l'augustinien Damasus Trapp consacre à ce genre textuel quelques lignes en anglais. Néanmoins, il semble que ces publications n'aient pas trouvé beaucoup de lecteurs en France, car en 1961, quand Jean Barbet publie son édition du débat principal entre le franciscain François de Mairon et le bénédictin Pierre Roger, le futur pape Clément VI, l'institut simplement dispute, à défaut d'un terme plus approprié. Et lorsque Combes publie les Principia du franciscain Jean de Ripa, il emploie, comme j'ai déjà mentionné, un titre assez peu éclairant, Quaestio de grado. A l'inverse, le manque d'informations sur ce genre textuel explique également la confusion qu'on retrouve dans l'ouvrage de Friemel, publié en 1950, dans lequel il désigne le prologue de commentaires des sentences d'Augustin Favaroni de Rome par le terme Principienlehre. Mais alors, qu'est-ce que c'est ces Principia ? Lorsqu'on tente de comprendre en quoi consiste la pratique intellectuelle des Principia comme examen imposé par l'université, la première source à examiner, c'est les statuts des universités. Comme c'est souvent le cas, celui de Paris est déficient et incomplet. On trouve en revanche plus d'informations dans ce cartulaire de la faculté de Bologne et celui de Vienne. Ce qui est commun aux trois statuts est que la participation à ces débats est obligatoire. En fait, pour commencer à la lecture des sentences, tout candidat au titre de docteur en théologie devait donner un ensemble de 4 conférences publiques débattant à l'occasion avec ses condisciples, les soci. Chaque principium se comporte d'un sermon, d'une protestatio et d'une question. Dans chaque sermon, le candidat est censé démontrer ses talents rhétoriques en louant avec virtuosité l'objet de son étude, utilisant souvent une division en strophes et en rythmes riches dont l'homophonie s'entend à plusieurs syllabes. Pour être plus technique, c'est une véritable valse de rimes léonines et serpentines. Et chaque bachelier était censé choisir un verset biblique qui faisait en règle générale allusion à son nom. La mise en page de manuscrit témoigne aussi, comme vous pouvez voir, une sorte de poésie académique que j'appelle philosophical stanza, centrée sur la relation entre le maître, qui était Pierre Lombard, et son disciple, le candidat. Ces sermons constituent un objet de recherche unique qui requiert une interprétation appropriée afin d'expliquer la technique qui préside à leur composition qui n'a jamais été encore étudiée. La deuxième composante des Principia est la quaestio, ou la disputatio collativa, qui rapporte la confrontation entre un candidat et ses collègues, les soci. L'importance de ces questions pour l'histoire est essentiellement des 3 ordres. Il y a l'intérêt intrinsèque des doctrines qu'elles présentent, car cet exercice est le baromètre des tendances philosophiques à la mode parmi les théologiens. Ces questions constituent un réservoir inestimable de textes perdus et enfin, elles sont une mine des renseignements au sujet de certains intellectuels du XIVe siècle, de leurs pensées et de leurs textes perdus.
Pour mesurer l'importance de cet exercice académique, il est crucial d'avoir présent à l'esprit le fait que, pour ce qui concerne le Moyen-Âge tardif, notamment le XIVe siècle, les débats principaux présentaient certaines des doctrines les plus fascinantes de l'époque dans les domaines de la philosophie, théologie et sciences, car au cours de cet exercice, les bacheliers devraient présenter une thèse à défendre contre les critiques avec une totale liberté du choix du sujet. Au cœur de Principia se trouve le dialogue, un dialogue philosophique au rythme trépidant dont j'ai identifié 4 temps et qui rendent parfois le travail de l'éditeur très délicat. Voici ici l'image banale d'un folio de Principia. Afin d'éditer l'échange entre les deux soci et leur libido arguendi, et donc afin de suivre son cours, il faut les lire selon cet algorithme. J'ai mis en couleur, en bleu et en rouge, chacun de ces soci. Et après, dans T1, T2, vient l'intervention de chacun. Question, réponse, la réponse à la réponse, la réponse à la réponse de la réponse. L'échange est vif entre les opposants, car devant ces soci, il faut rien lâcher. Le but ultime est de défendre la vérité de sa thèse philosophique, car par tout moyen, invective, ironie, maîtrise du jargon conceptuel, jonglerie sophistiquée comme celle de Fallacier, jeu de l'interprétation d'une autorité, présence d'esprit dans le choix des bons contre-exemples. En ce qui concerne le contenu, afin de mesurer sa radicalité, il faut dire qu'il a été les cibles des condamnations qui ont lieu à la faculté de théologie au Moyen-Âge. Il s'agit systématiquement des idées exprimées pour la toute première fois dans les Principia. Les notions disséminées au cours de confrontations entre les socius étaient totalement nouvelles, avant-gardistes et donc difficiles à comprendre et plus encore à tolérer pour les puissantes qui cherchaient à contrôler la circulation des idées, c'est-à-dire l'Église et la cour royale. Pour citer un exemple très célèbre, c'est à travers ces Principia pendant l'année scolaire 35-36 à Paris que Nicolas d'Autrecourt défend la thèse selon laquelle l'unique source de notre connaissance évidente est les principes de non-contradiction et va jusqu'à rejeter les relations causales présentées comme source de notre certitude. C'est cette thèse qui a poussé certains commentateurs modernes à donner à Autrecourt le surnom de David Hume médiéval. Cependant, au cours de la décennie suivante, lors des débats principaux de l'année scolaire 48-49 à Paris, le cistercien Pierre Séphon choisit de présenter une thèse qui est presque à l'opposé, c'est-à-dire de soutenir que tout arrive par une nécessité absolue, à cause de la causalité efficiente, du déterminisme psychologique, de la présence divine ou encore de la valeur de vérité des propositions ayant trait au futur. Dans le cas de Séphon, l'objectif explicite n'est pas de défendre ses propres croyances, mais plutôt de défier ses socis, opposant de tenter de défaire une thèse qu'il juge fausse, même si nous pouvons avoir des doutes sur ses croyances véritables. L'exercice des Principia permet donc à Autrecourt, à Séphon et à d'autres de poursuivre de nouvelles pistes d'enquête radicales. Nous pouvons comprendre pourquoi certains textes issus des Principia ont été condamnés et détruits par les autorités universitaires. En effet, ils semblaient promouvoir des doctrines fausses ou dangereuses sans précaution suffisante, ce qui pouvait induire le public en erreur. Un autre célèbre condamné du XIVe siècle, c'est Jean de Mirecourt, et il suffit lire ses Principia pour comprendre pourquoi il a été condamné et obligé 2 fois à rétracter ses thèses devant la faculté de théologie. Mirecourt provoque son socius à propos d'un sujet qui semble être très à la mode aujourd'hui, l'euthanasie. Sur 100 pages, Mirecourt essaye de convaincre son socius en apportant toutes sortes d'arguments que le suicide est préférable à une vie dominée par la douleur physique. Et il provoque son socius en lui demandant ce qu'il choisirait entre 1 heure de pur plaisir et 100 ans de douleur physique. D'autres exemples peuvent être invoqués. Pour l'instant, j'ai recensé environ 38 Principia complets, sermons et quaestio collativa, qui nous sont parvenus. Chaque série est environ 20 à 25 folios pour un total de 700 à 800 folios à examiner. Mais il est probable qu'au terme de futures recherches, cette estimation aura doublé ou même triplé, notamment grâce à des manuscrits que j'ai trouvés à Vienne, à Bâle, à Erfurt, à Chicago, qui contiennent des collections entières des Principia qui n'ont jamais encore été étudiées, mais que j'ai récemment découvertes.
Je veux à présent revenir au titre de ma présentation et à la photo du groupe du Paris de 1369, car c'est maintenant à cette promotion que je veux m'intéresser. La liste des Soki qui ont lu les sentences à Paris entre 69-70 est la suivante. Et j'ai eu la chance de trouver pour 5 de ces Sokis des portraits. Et pour encore 5, j'ai eu la chance encore de faire appel à un artiste parisien contemporain dont vous pouvez facilement reconnaître la main parisienne et contemporaine. J'ai pu reconstituer les débats de leur Principia en identifiant dans 2 manuscrits de Paris 15156 et Iéna 47 des fragments de leur position jusqu'alors anonymes. En m'appuyant sur ces trouvailles, je photoshopais cette photo du groupe. Je veux donc maintenant décrire cette photo du groupe en présentant un par un chaque personnage. Et je commence avec mon cher Jacobus de Altavilla, abbé de Eberbach, un endroit qui nous est à tous très connu parce que c'était l'endroit où a été filmé Le Nom de la Rose. Un volume collectif publié il y a quelques mois peut satisfaire notre curiosité. J'ai qualifié ces cisterciens allemands auteurs à Paris et autorités à Vienne, car son seul texte, les commentaires des sentences défendus à Paris, a été introduit à Vienne par son ami Henri de Langenstein, et très vite, son livre 4 a presque remplacé les sentences de Lombard. En effet, parmi les premières générations de théologiens à Vienne, lorsqu'on parlait des sacrements, c'est à partir des sentences de Jacques Delville. Dans ses Principia, il défend l'idée que les espèces intelligibles et sensibles se caractérisent par de degrés infinis de perfection, ce qui leur permet de présenter l'intensité de la présence d'une qualité, perfectio specifica, dans un singulier. Un deuxième Socus allemand, c'est le carmélite Conrad de Zollner, que j'ai identifié dans cette image de la Vierge qui se trouve dans l'église carmélite de Vienne. Sa présence est justifiée par le fait qu'une fois retourné à Vienne, accompagné de Frédéric Wagner, il a inauguré un studium général chez les Carmes de Vienne dans le but de lire et de débattre les sentences selon la mode de Paris. Ce studium a pris de l'ampleur et il est rapidement devenu la faculté de théologie de Vienne, où Zollner invite le même Henri de Langenstein à prononcer le discours d'ouverture. À Paris, dans ses Principia, Zollner fait de l'esthétique, en avançant contre ses Socius une définition de la plénitude de la beauté de l'univers comme agrégatum de tous les éléments, petits ou grands, laids ou beaux. Il ajoute que tout défaut, à condition qu'il ne soit pas moral, peut être cause de la beauté. Avec Jean Corbichon, on entre à la cour du roi, car en 1371, on le trouve agenouillé devant le roi Charles VI, à qui il présente la traduction en français de l'encyclopédie de Bartholomew l'Anglais, la propriété des choses très utiles et profitables au corps humain. Découvrir quelques bribes de ces Principia permet de se rendre compte de son profil doctrinal qui semble être très porté sur les questions de morale lorsqu'il se demande si le viator dans cette vie peut obtenir la vie éternelle par les seules vertus de sa grâce. Il développe une théorie assez intéressante sur la justification en ajoutant qu'être juste et accomplir des actes justes n'engage pas nécessairement la justice divine. Rien de nos actes justes et méritoires ne justifierait que Dieu doive les récompenser par les dons de la vie éternelle. Si Corbichon semble entretenir des liens avec la cour royale, ce n'est pourtant pas lui que je peux nommer le Socius Regalis, car cette place revient à Richard de Bellomonte, oui, le secrétaire même de la reine Jeanne, épouse du roi Charles VI, qu'on pourra probablement deviner dans ce portrait du couronnement de la reine. Une correspondance entre les rois et le pape montre qu'elle a formulé une supplique alors qu'il soit dispensé de ses tâches à la cour afin de lui permettre de rejoindre l'université et lire ses sentences. Je n'ai pas le temps maintenant de vous parler de tous les avantages dont il a bénéficié du fait de son statut, mais tout en restant bref, je veux dire un mot sur sa perspective philosophique. Richard affirme l'existence d'une espèce ad deo immediata qui, bien qu'elle soit très proche de Dieu, n'est pas assez parfaite pour être totalement indépendante de l'action de Dieu. François lui attribue quelques propriétés.
Cette espèce n'est pas première espèce ni un premier être, puisqu'elle n'est pas créée par soi-même, mais connectée encore à Dieu. Ce n'est pas un ens per plenitudinem, mais un ens per participationem. Ce n'est qu'un ens très proche de Dieu, sans pour autant être un esse necesse esse. Pour l'italien En offre de Florence, j'ai choisi de copier la couverture de l'édition de sa rhétorique publiée en 2016, qui reproduit son portrait peint en 1432 et qu'on peut encore admirer à Brescia. Cet Augustin, après son départ de Paris, s'est aussi investi dans des tâches administratives en tant qu'archevêque de Florence. À Paris, on tente de trouver une réponse à cette question. Est-ce qu'un acte produit par une grâce plus grande est plus méritoire qu'un acte produit par une grâce moindre? Selon Onofre, la réponse est positive, car l'acte d'une grâce plus grande est toujours plus plaisant à Dieu qu'un acte produit par une grâce moindre. Et la discussion se poursuit, abordant la question de savoir si celui qui a une grâce moindre peut mériter une augmentation de sa grâce. Sur le dominicain François de Meldon, on sait d'après une supplique du comte de Savoie qu'il a enseigné dans les couvents d'Orléans, de Besançon et de Lyon avant de se rendre à Paris. D'après une lettre d'évêque de Lausanne de 1391, il a été professeur de théologie à Lausanne même, à l'école épiscopale, où il achève sa carrière auprès de l'évêque Guy de Prangis. Dans les fragments de ses Principia, François se demande si Christ, en vertu de sa double nature humaine et divine, peut avoir une double grâce. La question est de savoir si une fois mort, et tandis que son corps est présent dans le sépulcre, il perd, à cause de l'humanité de sa chair, la grâce divine. Le théologien séculier Francescus Cristofori de Tortosa naît dans l'Espagne d'aujourd'hui. Nous avons des informations sur son début de carrière par les biais de lettres qui lui ont accordé des bénéfices, en partie pour couvrir les frais de ses études à Paris. Il était déjà maître ès arts au printemps de 1349 et en 1958, il était également licencié en droit canonique. Et à la fin des années 62, François est présent comme chanoine régulier de la cathédrale de Tortosa, qui avait un chapitre des chanoines fidèles à la règle de Saint Augustin. Contrairement aux membres des ordres mondiens et monastiques, être un chanoine régulier dans un chapitre de cathédrale n'excluait pas l'appartenance à un collège de théologiens séculiers. C'est pourquoi il put servir comme prieur de la Sorbonne entre 61 et 62, alors qu'il avait déjà étudié la théologie et qu'il faisait ça depuis longtemps. François refuse d'attribuer une quelconque fonction aux espèces dans le processus de la connaissance. Pour lui, l'espèce n'est qu'un verbum mentis, qui ne lie pas l'intellect à l'essence même de l'objet à connaître, mais seulement un concept inspiré par celui-ci. Il propose la présence de l'objet comme critère décisif dans la production d'une connaissance et estime que si, in via, il est possible de voir les objets créés, cette connaissance demeure superficielle s'il n'atteint pas à l'essence des choses. Une telle connaissance n'est possible que par une influence ou une illumination divine. Jean de Diodéma, probablement à cause de son nom, s'intéresse au don que Dieu, que l'essence divine, dans la manière dont l'essence divine participe au processus de création. Étant donné que les espèces créées peuvent être elles-mêmes produites par d'autres espèces créées, dans cette échelle infinie de degrés d'être, l'essence divine n'est pas toujours présente de la même manière. Plus on se loin de Dieu, plus on est imparfait. Jean d'Extoris de Sorbonne est probablement un ami de Corbeschon et de Bellomonte, étant donné qu'il a aussi travaillé pour Charles VI lorsque celui-ci était dauphin. La question qui l'intéresse dans ces Principia est de savoir s'il est possible pour l'intellect de l'être humain d'ignorer l'existence de Dieu. Il tente de démontrer que notre connaissance de la causalité lie l'intellect humain à la réalité extérieure qui reflète le fait que Dieu est cause de toutes choses. Les 20, 25 minutes ou 30 qui m'ont été accordées m'empêchent de donner plus de détails sur le contenu de ces débats. Mais je pense qu'avoir la matière d'un livre inspiré de cette photo de groupe. Il ne me reste plus qu'à conclure. Cette photo de groupe, de classe, est une fiction. Une fiction qui relève un aspect réel de la philosophie médiévale, la pratique des Principiens,
un nouveau genre philosophique, un exercice qui, à travers ces dialogues, nous parle aujourd'hui et nous signale la diversité thématique des débats académiques et la curiosité philosophique des candidats au titre de docteur en théologie. En voulant définir le beau, établir les limites de la connaissance humaine, justifier le suicide ou le fait que l'être humain puisse ne pas connaître Dieu, ou encore en affirmant qu'il y a des êtres qui conjuguent des degrés infinis de perfection ou que tout arrive par nécessité, les Soki, qui s'engagent passionnément dans défendre une idée, payent ainsi les prix de l'innovation conceptuelle, munis des armes de la dialectique, parés des vertus de l'ironie et du sarcasme. J'ai donné beaucoup d'informations historiques concernant les CV de mes auteurs, car c'est ce qui se dégage et l'impact de leurs études sur la carrière de ces penseurs. Grâce à leurs idées, à la prouesse de leurs intelligences, ils intègrent tous vite le système. Secrétaire de la reine, traducteur pour le roi, chapelain, évêque, archevêque, abbé. Des positions sociales qui entravent l'acte d'écriture philosophique qui ont un impact sur leur production textuelle. Leurs textes ont disparu car ils n'ont jamais eu le temps de les éditer, de les faire circuler ou de les sauver en les offrant à une bibliothèque. Mais dans une forme ou dans une autre, moins plus achevée, ils ont existé et ils ont capté la pensée de leur époque. En étudiant ces textes non existants, à travers leurs échos, je capte une image de groupe. Une image fascinante et différente de celle qu'impose l'historiographie contemporaine, car une fois dressé son état des lieux, la conclusion qui s'impose est que le XIVe siècle reste encore à découvrir à travers ces textes non existants. Aujourd'hui, à 650 ans de distance de cette Golden 69 Generation, je me pose la question: combien de nos textes, de nos livres ne sont pas encore écrits car nos royales institutions nous engagent à servir l'administration reine? Heureusement, parmi nous, les chances d'être promus à un archevêque, évêque ou abbé sont nulles. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on peut capter une nouvelle photo de groupe dont je suis fière d'en faire partie. Je vous remercie, chers amis et collègues.